Ce formidable exercice permettra de jauger la fiabilité et la pertinence d'une série de réflexions développées dans le sens de reconvertir la commande publique en un véritable instrument d'intervention stratégique dans un contexte renouvelé où le souverainisme économique semble être la lame de fond de toute action publique. Cette propension à une endogénéisation généralisée postule des réajustements intelligents de notre système de gestion de la commande publique, sérieusement éprouvé par des ouvertures parfois payantes en termes d'exclusion et autres pratiques abusives. Cette réadaptation de la commande publique ne saurait occulter la nécessaire optimisation des acquisitions publiques par la mise en place de centrales d'achat viables, suivant une approche à la fois itérative et sectorielle. L'urgente rationalisation des marchés secrets défense qui ont connu ces dernières années une explosion inquiétante. Le besoin d'accompagnement technique de la politique d'aménagement de pôles de développement territoriaux fiables. L'opérationnalisation des mécanismes incitatifs aménagés pour favoriser une meilleure implication du secteur privé national avec comme corollaire la définition de stratégies intelligentes pour la formalisation des opérateurs économiques. La modernisation de la commande publique par, d'une part, une dématérialisation effective des opérations de sélection et de contractualisation, et d'autre part, une digitalisation des procédures administratives correspondantes. La poursuite de la professionnalisation des acteurs, le positionnement surtout de l'accord sur l'identification et le développement de projets de PPP de qualité pour endosser pleinement l'extension de nos compétences sur ces arrangements complexes. La définition de mécanismes efficaces de lutte contre la fraude dans la commande publique. Sur ces axes stratégiques, je me ferai le devoir avec mes collaborateurs de mettre à votre disposition des éléments d'appréciation qui renseignent sur leurs articulations majeures pour en retour de recueillir vos précieuses observations à intégrer dans la réflexion finale qui conduira à la stratégie de la commande publique 2025-2029. Le Conseil de régulation de l'ORCOP s'est réuni depuis hier avec tous ses membres à l'effet de statuer sur la proposition du nouveau directeur général Moustapha Djité, proposition qui entre dans le sens de la modernisation de la commande publique à travers quelques axes qui sont relatifs à la mise en place de centrales d'achat, à la territorialisation de la commande publique, à la rationalisation des marchés dits de marchés de secret défense, à la lutte contre la fraude, à l'indigénisation de la commande publique, à ce qu'on appelle également le green command, la commande publique verte, et à la professionnalisation des acteurs. Et au cours de cette séance, nous avons eu des présentations faites par nos différents collaborateurs, autant sur le rapport final du MAPS qui a été validé et approuvé en rapport avec tous nos partenaires au développement, sur également la modernisation de la commande publique à travers la digitalisation et le SIGMAP, mais également Moustapha nous a agréé de présentations sur les centrales d'achat, les marchés secrets défense, la lutte contre la fraude dans la commande publique, entre autres. Et ces présentations ont été suivies de beaucoup de discussions, de suggestions, de recommandations par les membres du Conseil de régulation. Et au terme de ces discussions, une décision doit être prise. Ou bien on est d'accord avec lui sur les propositions, ou on n'est pas d'accord. Et quand on est d'accord à l'unanimité,
nous prenons une décision. La décision d'approbation de cette feuille de route qui nous a été présentée se matérialise par une résolution du Conseil de régulation. C'est ce que nous avons eu à faire hier pour valider cette présentation sous réserve des observations et des recommandations que nous avons formulées. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui a motivé vraiment la prise de cette résolution ou approuver? À l'unanimité, nous nous sommes rendus compte que depuis que la COP a été mise en place par les nouvelles autorités, des préoccupations soulevées ça et là. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas des marches du secret défense et que vous parcourez la presse régulièrement, vous voyez que c'est une préoccupation des autorités. Tout le monde en parle. C'est vrai que la directive numéro 4 sur les marchés publics, déjà même au niveau de l'UEMOA, autorise la signature d'entente directe dans les marchés secret défense. Mais le constat a été que plus ou moins beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités ont considéré qu'il y a eu un abus. Il y a eu un élargissement. Donc, il convient à ce niveau de recentrer les choses et d'encadrer davantage les marches de secret défense qui ne peuvent pas disparaître. Mais peut-être à travers, comme il l'a suggéré, la mise en place d'une commission au niveau de quelque part dans l'État, soit au niveau de la présidence ou à la DCMP, sous l'égide naturellement du chef de l'État, qui est la seule autorité habilitée à classer en principe un marché secret défense. Et cette préoccupation est la nôtre également. Si je prends le cas de la théorisation de la commande publique, cela entre globalement dans le souci d'aider les autorités, de les accompagner à mieux créer des emplois, à mieux créer de la valeur au niveau local, à travers des projets bien structurés, un accompagnement de la COP au niveau des collectivités locales, au niveau de l'État central. Et c'est également important. Les marchés, les centrales d'achat permettront non seulement de faire des économies sur beaucoup d'achats, mais également d'aller dans l'efficience et dans l'efficacité, dans la rapidité de l'action. L'exemple que l'on donne très souvent, ça également permet d'éviter les écarts qu'il y a entre les prix. Des fois, on a des écarts qui ne se justifient pas. Avec les centrales d'achat et le référentiel des prix, nous pensons globalement que cela peut permettre de rationaliser davantage la dépense publique et de lutter contre la corruption, qui est également un fléau qui gangrène de manière globale nos administrations et autres. Donc, c'est autant d'arguments qui nous permettent aujourd'hui vraiment qui nous ont convaincus et qui nous permettent d'accompagner la nouvelle direction générale. Concrètement, comment le Conseil de régulation compte accompagner cette feuille de route? Alors, nous, le Conseil de régulation, il faut voir que la direction générale, l'ARCOP a 3 organes. Nous avons la direction générale, nous avons le comité de règlement des différends et nous avons le Conseil de régulation. Le Conseil de régulation fixe d'abord les orientations au directeur général, qui les traduisent en plan d'action et qui les exécute et qui nous rencontre. Donc, régulièrement, trimestriellement, un plan d'action nous est soumis. Lequel plan d'action nous permet de voir par rapport à ce qui a été demandé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, quels sont les problèmes confrontés. L'accompagnement se fera naturellement par des plaidoyers, par des mesures de facilitation, de vote du budget quand c'est nécessaire, par toute action nécessaire et visant à faciliter la mise en œuvre de cette feuille de route. Donc, c'est de manière globale, le conseil de régulation fonctionne plus ou moins comme un conseil d'administration sur beaucoup d'aspects. Naturellement, cette administration-là, elle lui est acquise parce que nous lui faisons confiance et nous croyons vraiment à la présentation qui nous a été faite et nous comptons continuer à l'accompagner dans cette dynamique. On apprécie effectivement tout ce qui a été dit. Maintenant, il faut qu'on puisse regarder ça encore en profondeur. C'est de belles initiatives et ce que nous attendons d'un directeur général. Et comme vous le savez, le conseil de régulation doit donner les orientations. Notre rôle, c'est d'orienter, c'est aussi d'impulser la régulation, c'est aussi de contrôler et de sanctionner. Donc c'est ça le périmètre de nos prérogatives. Mais ce que nous avons reçu nous rassure.
et nous avons noté beaucoup de points de rupture. Donc ça, c'est au niveau de la participation effectivement du secteur privé dans le conseil. Maintenant, le secteur privé de façon générale, les projets qui sont annoncés, par exemple les biens de consommation courante ou les biens d'équipement courant, effectivement, nous pensons que le secteur privé peut y trouver son compte si on développe le Made in Sénégal, parce qu'il ne s'agit pas de faire des centrales d'achat pour les importer. Il s'agit effectivement de faire des centrales d'achat en utilisant les articles 50, 51, 52 sur les accords cadres, etc., pour permettre vraiment sur les marchés à clientèle, etc., pour permettre au secteur privé d'industrialiser, que ce soit les matériels scolaires, que ce soit les vêtements, que ce soit les consommables de bureau. Tout ça, c'est des opportunités effectivement d'industrialisation et c'est l'élément qui me semble être le plus important. Pour ce qui est secret défense aussi, nous avons une préoccupation parce que beaucoup de choses sont achetées à l'étranger, alors que on peut les acheter localement, même si c'est pas fabriqué, mais on peut les acheter localement et s'assurer que les personnes les plus qualifiées pour faire ces travaux-là soient effectivement choisies. Mais ne pas toujours se réfugier sur derrière la casquette de secret défense. Et dernièrement, lorsque le DG a parlé des infrastructures d'amorçage, c'est une excellente bonne chose. Parce que comme vous le savez, les nouvelles autorités veulent territorialiser, veulent restructurer l'architecture démographique territoriale de notre pays. Et pour ça, il faut redéployer les populations dans les territoires. Et nous pensons effectivement, on ne peut pas redéployer les populations sans des infrastructures essentielles, comme il a dit. Et nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, reste à voir comment tout cela. Et c'est le rôle du régulateur aussi d'informer les gens, de faire des propositions. Effectivement. Une rupture, vous avez constaté dans la feuille de route du directeur général. Rupture également, nous attendons de la société civile des préalables à prendre, notamment des regroupements. C'est-à-dire que vous ne soyez pas trop dispersés. Et récemment, nous avons constaté que la CNES et le CNP sont en train de se regrouper. Cela participe également à avoir une société, un secteur privé beaucoup plus fort et mieux à même de faire face aux défis, notamment de la concurrence. Vous n'avez pas vraiment raison. D'ailleurs, nous, on n'a même pas attendu que ce processus ait fait. C'est un processus qui a été enclenché, mais qui n'est pas encore arrivé à terme. La CNES et le CNP, qui sont les deux organisations patronales les plus mais qui signent les conventions collectives avec l'État. Nous sommes les seuls à signer les conventions avec l'État. Donc, pour dire que on a décidé d'aller ensemble. Même si ce processus n'est pas encore mené à terme, nous, on a choisi de nous regrouper entre des entreprises. On n'a pas attendu. Moi, à titre de président de la Fédération Industrie de la CNES, nous avons mis en place par affinité des entreprises dans plusieurs domaines, des prestations intellectuelles, la fourniture locale industrielle de matériaux de construction et aussi des travaux, des entreprises de travaux de très grande taille comme CDE. Et nous sommes en train de faire le tour de l'administration. On a commencé par la RMP, on est allé voir la DCMP, on a des ministres qu'on doit rencontrer pour leur expliquer qu'effectivement nous sommes prêts à aller en groupement. C'est ce qui est difficile. Et vous savez que aller ensemble, c'est pas facile. Hein, surtout lorsque chacun est patron, chacun a sa comptabilité familiale. Mais on a décidé effectivement, et comme vous le savez, c'est assez contraignant parce qu'il y a des groupements conjoints, il y a des groupements solidaires. Et quand vous parlez de groupements solidaires, c'est assez, chacun supporte la responsabilité de l'autre. Mais tout ça, on le fait vraiment en allant cherchant l'information, la bonne information au niveau de toutes les autorités pour être sûr qu'on sera aussi accompagné par l'État. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, tous les travaux que vous voyez, les grands travaux, les Européens, les Chinois, ils sous-traitent avec nous. La seule chose que nous ne savons pas faire, c'est monter des dossiers. C'est notre point faible. C'est-à-dire, dire comment monter une offre spontanée, on ne sait pas faire. Et on a vu que les étrangers, quand ils viennent pas compétir, mais ils passent par les offres spontanées que nous ne savons pas faire. Mais on a reçu des assurances de l'ARMP, de la DSMP, de nous accompagner, de l'ARCOP, oui, de nous accompagner effectivement à combler ces insuffisances.
Quand on parle de la société civile, évidemment, nous devons prendre en compte les organisations de base, les composantes de la société les plus importantes en termes de démographie, mais qui sont suffisamment faibles pour que des organisations comme les nôtres puissent se pencher sur leur situation et trouver des moyens de rendre équitable, puisqu'on a beaucoup parlé d'éthique hier, comme vous vous rendez compte, de l'équité, mais des égalités aussi. Et c'est en cela que nous apprécions l'exposé du DG d'hier, qui a parlé des grands axes, parmi lesquels la société civile, les organisations de femmes particulièrement, peuvent espérer maintenant de la démocratisation des marchés publics. Quand on parle de démocratisation, je pense que la loi du nombre apparaît très vite et que l'essentiel des populations qui se trouvent dans le monde rural comme dans le monde semi-urbain et qui n'ont pas suffisamment accès aux ressources, et à cause de quoi, comme les Nations Unies l'ont dit dans les ODD, elles continuent à rester dans la pauvreté. C'est un devoir de l'ARCOP de jouer un rôle en appui aux nouvelles autorités pour changer la donne. Le changement de paradigme ne veut pas dire qu'on réinvente tout, mais qu'on fasse plus et mieux. Alors, pour cela, il a fait 4, en tout cas, choses nous qui nous ont frappé hier. Il faut d'abord commencer par la territorialisation des marchés, qui nous fait penser qu'il y a un mapping en vue, un mapping qui pourrait nous permettre de voir est-ce que l'ARCOP, qui est une institution nationale, touche tout le pays. C'est un défi, un travail préliminaire de recherche, et nous savons que l'ARCOP va s'y atteler pour faire de l'équité territoriale quelque chose de réel dans nos outils et dans nos fonctionnements de tous les jours. Le deuxième point qui concerne les centrales d'achat. Évidemment, ça saute à l'œil que la mise en synergie des capacités d'acquisition et d'achat de l'État ne fait que bénéficier aux populations et particulièrement aux populations qui tardent à recevoir les investissements et les ressources d'une institution aussi importante que l'ARCOP, par qui passent toutes les acquisitions de l'État. Je dis tout. Donc nous pensons que cette forme de centrale d'achat, même si on nous dit que ça existait, nous pensons que sous cette forme, ça va être beaucoup plus institutionnalisé, beaucoup plus organisé et beaucoup plus holistique, de manière à ce que rien n'échappe parmi les axes d'intervention de l'État pour ses acquisitions en termes de biens et services. Le troisième point qui touche l'éducation, ça c'est la préoccupation non seulement des femmes, mais de toute la société civile et des populations qui voudraient que l'ARCOP s'investisse dans les curricula, évidemment en collaboration avec le ministère, de regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour redessiner la carte scolaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. La carte scolaire est faible, mais aussi l'accès aux services scolaires de qualité. Nous voyons tous que c'est impossible. Tout le monde cherche à mettre son enfant dans l'école publique. Qui aujourd'hui, vous voyez des écoles privées qui vont jusqu'à 60 et quelques % de classe. Et en même temps, il y a des écoles comme la Libération où je suis déjà passé. Ils ont 15-20 élèves. Donc, il y a une répartition, il y a une péréquation à faire. Et ça, c'est l'État qui doit pouvoir s'investir pour faire en sorte que l'école publique ne dépérisse pas davantage et que l'école privée aussi soit soutenue dans ses efforts, compte tenu du poids démographique et de la croissance démographique de notre pays qui est assez soutenu, je ne veux pas dire élevé, mais c'est soutenu pour qu'on puisse en tout cas penser dès à présent, depuis la maternelle jusqu'à l'université,
repenser notre curricula, repenser notre processus d'éducation en collaboration avec qui de droit, c'est vrai, les spécialistes de l'éducation, mais l'ARCOP, dans ses missions, peut aussi s'occuper des infrastructures de décollage. Ça, c'est un propos que j'ai beaucoup apprécié pour ne l'avoir jamais entendu. Les infrastructures d'amorçage, comme il dit. Parce que quand même, on a vu des infrastructures, mais c'est de grosses infrastructures que nous voyons. Alors qu'il faut aller vers les investissements structurants à la base. Même la communauté internationale parle de la localisation du développement. Donc nous, on ne doit pas rater le poste en allant développer l'intérieur du pays qui est ce que vous savez. Et il faut régler cette question pour maintenir les populations dans les terroirs. Il faut moderniser les terroirs. Il faut rendre les terroirs attrayants, aussi bien dans la vie courante, dans le sport, dans l'éducation, que dans les investissements, avec des pistes de production qui permettent aux agriculteurs d'écouler leurs produits et aussi permettre aux populations de se déplacer mieux à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi nous avons félicité le directeur général pour ces pistes, ces nouvelles pistes qu'il a eu à ouvrir.